Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Guillaume Canet. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi d'être ici, je suis ravi de voir une belle grande salle comme ça. Merci encore au cinéma, Cézanne. Merci, c'est gentil. Bien fraîche. Écoutez, non, je suis vraiment ravi, c'est à chaque fois une grande joie pour moi de voir que vous êtes au rendez-vous. J'ai toujours du mal à réaliser, à me dire que c'est con à me dire ça, mais de me dire que vous êtes parti de chez vous, vous êtes de votre voiture, et là, vous êtes garé, tout ça pour venir voir mon film. Ça me fait très très plaisir. Voilà, donc merci de votre curiosité, de votre fidélité, et j'espère que vous avez passé un bon moment et que c'était pas trop vous n'êtes pas trop décontenancé de voir ce film. C'est vrai que c'est un film qui est assez particulier, mais qui est important pour moi, que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc, j'espère que, comme je le dis souvent, ma seule pression c'est le public. C'est pas tant les critiques que j'essaie de pas lire pour pas trop me décourager, mais c'est vrai que moi mon seul but c'est que vous y retrouviez dedans, et que souvent, les plus beaux compliments qu'on puisse me faire, c'est quand on vient me dire je vais aller voir votre prochain film, parce que je suis jamais déçu. Donc là, j'ai toujours un peu peur que les films soient décevants. Donc je suis content que vous restiez. C'est déjà pas mal. Et voilà, s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. N'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que c'est votre film le plus personnel. Il y a des thèmes, il y a un thème qui revient évidemment dans tous vos films, c'est celui de la mort, qui est présent. J'ai vu vos 7 films dans l'ordre, et il y a l'année 73 aussi, pas seulement parce que c'est votre année de naissance, mais c'est l'année de l'épouvantail de Schatzberg, un film que vous adorez, et dont vous vous êtes plus ou moins inspiré pour votre film américain, qui était un pur chef-d'œuvre. Il y a Dis donc, déjà je suis très très impressionné, hein, franchement. Merci beaucoup. Est-ce que je me trompe déjà? Non, pas du tout, et déjà je vois que j'ai affaire à quelqu'un qui connaît bien mon travail, donc ça me touche beaucoup, merci. Bon. Et ensuite, il y a la psychanalyse qui est importante avec la porte, justement. C'est un thème psychanalytique Bien sûr. Par excellence. C'est une histoire de porte, c'est une histoire de porte, votre aussi. Les portes qu'on ouvre et qu'on ferme, et qui s'ouvrent et qui se ferment. Il y a cette maison qui est une maison très américaine, dans les films américains, cette maison isolée avec un petit peu un clin d'œil Hitchcock, mais surtout aussi au roman danois, nordique, avec cette espèce de truc improbable et ces gens inquiétants qui sont en fait dans la tête du personnage. Et de cette écriture qui paraît foutraque au départ quand on comme ça, que vous arrivez à restructurer par un travail sur le montage, sur la musique. Alors Alexandre Desplat est absolument impressionnant. Le thème qui arrive là tout de suite, prend dans la figure dès le début, c'est incroyable, c'est incroyable. Et surtout, je voulais savoir comment vous avez, après avoir écrit tout ça, décidé d'organiser, et notamment les relations avec le père, parce que c'est aussi ça le film. Le film, c'est aussi les relations avec le père. Ouais. Comment vous avez arrivé à organiser la structure narrative? Parce que je crois que tout ça, ça a dû être écrit un peu de manière foutraque au départ. Je suis très impressionné par votre déduction, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, on peut applaudir, monsieur. Pardon. Merci beaucoup. Alors, il est vrai que ce film, je ne l'ai pas du tout écrit comme les autres films. Ça a été très étrange pour moi, parce qu'en fait, au départ,
J'étais pas du tout parti pour écrire un film. J'avais interrompu la prépa d'Astérix. Ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait, on avait commencé à construire des décors, on était 150 à travailler dessus, puis d'un coup, bon, confinement, tout le monde s'arrête, on part se confiner tous. Moi, je continue à travailler, à faire des découpages, des storyboards, à essayer de gagner du temps en me disant c'est cool, comme ça, quand ça va reprendre, eh ben, je serai encore plus prêt, j'aurai gagné du temps. Sauf que je comprends finalement que tout ça est très sérieux et qu'on va pas reprendre tout de suite le tournage, enfin la prépa en tout cas, et que ça va durer plus longtemps que prévu. Là, je me mets du coup à arrêter parce que j'y crois plus trop. Je suis un peu déçu, et puis je commence à faire beaucoup de bricolage. Et là, quand je vois le temps que je passe chez Bricorama, je comprends que je suis en dépression. Et que moi qui ai jamais planté un clou, tout d'un coup, je me mets à faire plein de trucs, faire des terrasses, voilà, bon bref, je fais du bricolage. Je suis prêt pour la retraite, hein, j'ai un établi, tout ça, j'ai tout. Et derrière, un matin, je me réveille et vu que l'ambiance était formidable à la maison, parce que comme j'imagine beaucoup de foyers au moment du confinement, on est beaucoup enfermés avec sa femme et ses enfants. Et je sais pas vous, mais nous, il y avait une ambiance formidable à la maison. Et du coup, souvent, j'allais dans le sous-sol parce que pour prendre conscience de la joie que j'avais d'être avec ma famille et tout ça, et de pouvoir remonter en étant en pleine joie. Et donc, bref, j'ai commencé à vouloir comprendre pourquoi j'étais aussi chiant. Et du coup, j'ai commencé à m'adresser en fait à lui, à mon double, à ce connard, comme je l'appelle, qui peut des fois nous emmener vers le bas, nous faire douter, nous faire poser des questions, voilà, nous mettre dans un état un peu de comment? D'obscurité, tout à fait. Et donc du coup, j'ai commencé à m'adresser à lui. J'ai écrit ses 3 premières lettres, lui, et j'ai commencé à écrire ces scènes que l'on voit plutôt vers la fin du film. Et puis, au bout de quelques jours, j'écrivais pendant 2-3 heures comme ça de manière totalement fulgurante. Et puis à un moment, ça s'arrêtait, j'avais plus rien à dire. Je me dis bon bah ça fera pas un film. Au départ, je pensais peut-être une pièce de théâtre, mais je savais pas trop où ça me menait. Et puis au bout de quelques jours, j'en ai parlé avec Marion, je lui ai fait lire les quelques pages que j'avais écrites. Et ça lui a beaucoup plu, et elle m'a fait lire un poème qu'elle connaissait de Rumi, qui est un poète persan du XIIIe siècle, et qui est un poème magnifique qui s'appelle La Maison d'Hôte, et qui dit que chaque être humain est comme une maison d'hôte, et que en fait chaque émotion venant, la peur, la tristesse, l'angoisse, voilà, toutes sortes d'idées sombres, il faut les accueillir sur le pas de la porte avec un sourire, parce que ce sont des clients qui, même s'ils viennent pour tout détruire dans votre maison d'hôte, il faut les accueillir sur le pas de la porte avec un sourire, parce que ce sont des guides venus d'ailleurs pour vous apprendre quelque chose. Et là, tout d'un coup, ça m'a vachement aidé, parce que tout d'un coup, ça m'a donné une finalité à mon film, c'est-à-dire, est-ce que ce double, il faut s'en séparer, ou est-ce qu'il faut le garder? Et là, du coup, c'est là que sont venus se greffer, c'est-à-dire que c'est là que le personnel est passé dans le fictionnel, et que j'ai commencé à créer des personnages, et à vouloir parler de la jalousie, et à vouloir parler des relations familiales. Alors là, du coup, j'ai prêté aussi à mon personnage des choses que j'avais vécues, et que les relations du père, par exemple, dont vous parliez, sont des relations vécues. J'ai vécu cette scène comme dans le film, avec mon père qui a fait un infarctus derrière la porte, et c'est voilà, des chaînes comme ça que j'ai parsemées dans le film, et de manière totalement mélangée. Et puis la structure est venue se faire au fur et à mesure. Et donc c'était la première fois que j'écrivais un film comme ça. C'était assez étrange, et je l'ai écrit en 3 semaines, ce qui est très très court. Et j'ai envoyé le scénario à mon producteur en disant je voudrais tourner ce film au plus vite possible. Il m'a dit mais c'est impossible, on va reprendre la prépa d'Astérix. Je lui ai dit mais je voudrais absolument le tourner avant Astérix. Et il a lu, il a énormément aimé. Il m'a dit ouais, il n'y a pas de cas où on fait pas ce film, ok, on le fait. Et on l'a fait en toute petite équipe avec un budget réduit qu'on a tourné en 4 semaines. Voilà.
Donc ces 4 semaines, c'est aussi très très court, c'est la moitié d'un timing déjà réduit pour un film, quoi. Voilà. Je crois que j'ai répondu, j'étais un peu plus long, ça fait à peu près 47 minutes que je parle, je suis désolé. Mais donc oui, pour répondre à votre question, c'était assez déstructuré, comme je le suis en fait. Oui. Attendez, on va vous apporter un micro. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, bravo, j'ai adoré le film. Merci beaucoup. Vous m'avez mis dans un état de stress que j'avais jamais atteint. Pardon. Non, c'était génial parce que voilà, je suis quelqu'un de stressé et en fait, du coup, j'ai pu découvrir quelque chose que je connaissais pas vraiment. Et puis, je voulais vous poser une question. Enfin, j'en ai deux. Alors moi, je ne sais pas si c'est juste moi ou si je suis réinterprétée, j'ai vu quelques références peut-être un peu à Roi et Reine de Desplechin. Alors c'est possible, j'ai pas vu le film, donc Oui. en tout cas c'est inconscient, mais c'est possible. Et, après, c'était une question un peu plus technique, c'était pour les scènes notamment à vélo, où vous êtes justement avec ce double. Au niveau, voilà, comment ça a été tourné en fait? Alors, toutes ces scènes-là, en fait, ça s'appelle des doubles passes. Et quand je suis, par exemple, assis à une table avec le double, qu'on est l'un en face de l'autre, et que la caméra, par exemple, si on est là comme ça en train de se parler et que la caméra est là, c'est assez facile parce que c'est des scènes où on va splitter l'écran en deux. En fait, moi, je vais jouer, imaginons par exemple que dans la scène, ce personnage-là a plus de texte, ce double-là a plus de texte. Je commence par celui qui a le plus de texte. Je vais jouer la scène avec une doublure en face de moi, qui s'appelait Julien, qui était là sur tout le film, qui faisait à peu près ma taille et qui était habillé comme moi. Mais bon, après, ça part un peu d'importance parce qu'on le remplace. Mais en tout cas, il est en face de moi et je joue la scène avec lui. Une fois que on a fini, que je suis assez content d'une prise, là, c'est le truc qui est assez difficile, c'est qu'on est obligé de choisir tout de suite, pas attendre le montage, mais tout de suite la prise que je préfère. Du coup, je change de place, je me mets en face, lui, il vient se mettre là, et en fait, par contre, il ne va pas jouer avec moi là. En fait, ils vont me mettre dans l'oreille, dans une oreillette, le texte de la meilleure prise. Ça fait que moi, je vais me mettre à jouer avec le texte que j'entends dans l'oreille pour être sûr que ça ne va pas se chevaucher, qu'au niveau du timing, on va être dans le bon timing. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde. Mais donc voilà. Et... et donc du coup, voilà. Et c'est comme ça que se fait cette scène-là, mais là c'est assez facile. Quand la caméra bouge, ou quand par exemple un des personnages va passer devant, là ça devient plus compliqué parce que il faut faire la roto, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il faut détourer chacun des personnages, avoir un fond vert et tout, ça c'est une galère. Et sur le vélo, j'ai fait une prise où j'avais la doublure qui était derrière moi sur le vélo. Même pas, je crois qu'on l'a fait même sans lui. Je parlais tout seul, je jouais tout seul. J'étais en train de pédaler avec la caméra qui est sur une voiture électrique pour le son et qui est sur la route et qui me filme, où je suis en train de parler tout seul. Et après, on arrête le vélo et on est sur un fond vert. Et moi, je me mets sur la selle et je joue aussi tout seul avec un regard, avec un scotch pour voir où je regarde. Et voilà. C'est très très sympa à faire comme séquence. Non, c'était très galère. Très très galère. Mais voilà, mais je pense que ça marche bien. Merci à vous. Bonsoir, moi aussi j'ai adoré le film et je voulais vous demander... Merci. Le confinement, vous l'avez écrit pendant le confinement du coup. Vous l'avez écrit pendant le confinement du coup. Et c'était générateur, voire même... ça a nourri beaucoup de névroses chez beaucoup de personnes, notamment celles qui étaient en totale solitude. Est-ce que vous pensez que vous avez créé un espèce de paradoxe avec ce film, dans le sens où vous réglez vos névroses,
Et ensuite, ma deuxième question, ça portera sur lui. Est-ce que vous considérez que lui, ce connard, comme vous dites dans le film qu'on a en nous, on doit forcément le supprimer, ou c'est une réflexion de nos imperfections qu'on doit potentiellement garder parce que l'humain est imparfait? Alors, pour la première question, oui, totalement. C'est effectivement, moi je pense que c'est le fait d'avoir été interrompu dans mon travail, ce qui n'a jamais été le cas vraiment depuis des années, puisqu'à chaque fois je suis un boulimique de boulot, et je pense que je me suis totalement noyé dans le travail pendant des années pour justement ne pas faire face à mes problèmes personnels. Et du coup, je pense que le fait d'être obligé de ne pas travailler, bon, ce que j'ai quand même réussi à faire, parce que j'ai quand même écrit un film, mais je me suis quand même retrouvé à un moment dans cette situation où, comme beaucoup de gens, on s'est à un moment posé des questions sur soi-même, en fait, sur nous-mêmes, en fait, à se dire bon, là, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe dans ma famille, et on a le temps tout d'un coup de réfléchir et de se poser vraiment plein de questions. Et donc effectivement, je pense que ça a été du coup un travail d'introspection, mais qui était le résultat d'une maturation de nombreuses années. Monsieur parlait tout à l'heure de ma relation à la mort, en tout cas dans tous mes films. Et c'est vrai que dans beaucoup de mes films, c'est un sujet qui est assez récurrent, qui vient des problèmes, enfin des traumas que j'ai pu vivre gamin face à la mort. Donc voilà, mon papa est encore là, hein, il est encore là. Bon, il est après 3 infarctus et 2 cancers, donc j'ai souvent vu malade, mais il s'est passé d'autres choses dans ma vie, donc je vais vous épargner parce que je pense que ça va suffire ce soir. Mais du coup, je pense que j'ai effectivement un rapport à la mort particulier, et du coup, ça nourrit des choses en moi qui sont des angoisses, des inquiétudes, des moments où on peut flipper, quoi. Donc oui, c'est totalement voilà, mais encore une fois, c'est pas un film autobiographique, mais c'est un film nourri de mes névroses, ça c'est sûr. Mais comme le font tous les auteurs et tous les metteurs en scène, en fait. Après moi, parce que je suis plus connu, on fait le parallèle et on a la curiosité de savoir si ça m'est vraiment arrivé, en fait. Mais dans n'importe quelle forme d'art, il faut qu'on parle d'autre chose parce que les gens se barrent. J'arrête de parler de la mort, c'est premier. Non, c'est marrant. C'est une vanne que j'adore faire quand quelqu'un se barre. Donc, surtout si quelqu'un doit partir, je vais vous dire, je la fais pas 2 fois. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous voulez partir, je vous foutrai pas la honte. Et je ne dirai rien, parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent rentrer, voilà, s'ils ont des enfants, tout ça, bon, bref. Donc, pardon, donc je disais que je sais plus ce que je disais. Oui. Des artistes. Oui, voilà, merci beaucoup. Il y a une personne qui suit, c'est cool. Donc, je disais que tous les artistes ont dans leur travail mettre d'eux-mêmes, que ce soit les peintres, les chanteurs, enfin tout le monde raconte un peu soi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense, c'est de réussir à parler de soi pour que ça devienne universel, parce qu'on en parle, parce qu'il faut que les gens dans la salle puissent se dire oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Je retrouve ça, je reconnais ce sentiment. Donc en fait, donc voilà. Et la deuxième question, au niveau de la question, c'était pardon. Je demandais, est-ce que c'est vraiment obligé qu'on tue le voilà, le double. Alors non, justement, c'est-à-dire que ce personnage pense pendant longtemps qu'il faut le tuer. D'ailleurs, quand il le tue, quand il le jette sur la falaise, il va raccrocher le volet, pensant que ça y est, le problème est réglé. Il y a dans cette maison, il y avait un élément qui n'allait pas. Il l'a repeint, il l'a réparé, il le remet. Bon, l'autre, il rentre par la fenêtre, il n'en a rien à foutre, il lui explique qu'il peut lui trancher la gorge, il peut faire ce qu'il veut, il est là. Et c'est ce que raconte le poème de Rumi, en fait. C'est que finalement, il faut l'accepter, ce double. Parce que moi, en fait, finalement, ce que j'ai compris en écrivant le film, c'est que c'est ma force aussi, quelque part. Les films que j'ai faits, j'aurais jamais pu les faire si j'avais pas ce timbré à l'intérieur de moi qui était hyper pointilleux, hyper exigeant, et qui me disait sans arrêt, t'es nul, arrête de te satisfaire de ton travail, c'est de la merde, t'es pas un bon acteur, voilà. Et en fait, ça,
ce personnage-là, il me fait travailler. Il me remet en question. Et il m'aide finalement à essayer de progresser, Alors après, il y a des moments où il faut savoir lui dire de fermer sa gueule, mais ça c'est autre chose. Mais il faut, je pense, l'accepter pour le comprendre. C'est comme dit le personnage de Kassovitz dans le film, quand il dit observer, c'est déjà changé. Et je pense qu'on a tous besoin de ce connard en soi. Voilà. Il y a un monsieur derrière vous, je crois, qui veut répondre. Merci pour ce film. Merci à vous. J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir été surpris agréablement. C'est un des avantages des avant-premières, c'est qu'il n'y a pas trop de divulgachage avant. Ouais. On se demande même un moment si ça ne va pas démarrer en film d'horreur. Au niveau de Freud, c'est vrai que se mettre à la place de quelqu'un qui doit choisir entre Virginie Efira et Laetitia Casta, bon, il y a peut-être matière à creuser. Plus anecdotique, je remarque que vous avez des sponsors belges, ce sont des opérateurs téléphoniques et ça capte pas très bien visiblement là-bas. Donc je ne sais pas si ça fait partie d'un tour de force ou c'est plutôt le producteur qu'il faut applaudir. Et sinon, une question... Être metteur en scène ou réalisateur d'un film, j'ai déjà jamais compris comment on pouvait y arriver, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et alors être en plus acteur dedans, bon, c'est pas le premier ni le dernier film, mais je m'interroge, comment on fait? C'est pas si compliqué que ça en fait. Bon, ça se fait depuis très très longtemps. Hein. Dès les premiers pas du cinéma, il y a beaucoup de gens comme Chaplin, comme Buster Keaton qui jouaient dans leurs films et ça posait pas trop de problèmes. C'est plutôt très agréable en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vraiment votre film en tête, que vous savez comment vous allez le filmer, comment vous allez le cadrer. Moi, j'aime beaucoup cadrer mes films. Donc cadrer, c'est vraiment tenir la caméra et voilà. Donc sur beaucoup de mes films, je joue pas dedans. Dans ces cas-là, je cadre. Là, dans ces cas-là, quand je vais jouer, je prévois tout au départ. C'est-à-dire que tout est découpé. Je sais exactement la focale que je veux, les mouvements de caméra, et j'en parle avec le chef-op, avec le cadreur avant le film en préparation. Et quand on tourne, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Et puis moi, sur le plateau, je mets en scène et après je joue. Il y a quelque chose d'assez agréable dans l'idée de rentrer dans cette danse avec les acteurs, c'est qu'il n'y a pas ce regard, cette distance en fait. Il y a une complicité où en fait dans le jeu, je leur impose déjà le rythme et la musicalité que j'aimerais. Et ça c'est très agréable. C'est très agréable aussi, je pense, pour un acteur de ne pas avoir, quand ils ont à tourner dehors et qu'il fait froid en t-shirt, un réalisateur qui arrive avec une grosse doudoune et avec son mug de thé et qui dit oui alors là j'ai l'impression que t'as froid. Non t'as froid, non parce que tu trompes un peu et voilà. Bon, c'est vrai que quand on est avec eux et quand on joue avec eux, il y a une complicité qui s'établit et j'ai l'impression que dans la direction d'acteur ça amène quelque chose. Après par contre je dois vous avouer que ça accentue le problème de schizophrénie. Il y a quand même un truc, il y a un exercice qui devient un peu bizarre. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, des fois, de me retrouver assis devant le combo ou derrière la caméra et de dire moteur avec un bonnet sur la tête et une doudoune et tout le monde me regarde alors que c'était un gros plan sur moi, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où on a du mal à bien faire la part des choses entre quel rôle on a dans le film. Mais en même temps, voilà. Pour ce film-là, ça a été très agréable. Sur Astérix, c'était très dur. J'ai beaucoup moins apprécié parce que d'abord, il y avait, ça me rendait fou de passer du temps au maquillage le matin. Bon, c'est de ma faute, hein. Mais bon, comme j'ai des tatouages, il faut les effacer. Enfin, il faut les maquiller. Il faut mettre la perruque, il faut voilà un truc. Et j'avais envie d'être sur le plateau et ça me frustrait énormément de pas être là-bas et surtout qu'il y avait tellement de choses à gérer, que c'était tellement énorme que je commençais très tôt le matin le maquillage pour pouvoir être à l'heure où tous les techniciens arrivent sur le plateau. Donc
voilà, ça fait des journées, comme le tournage a duré 4 mois, là c'était très très compliqué. Mais sur un film comme ça, on était en petite équipe, c'était plutôt franchement très très agréable. Et pourquoi je fais ça? Pour la simple et bonne raison que j'ai pas le sentiment en tant qu'acteur d'avoir les rôles que j'ai vraiment envie d'avoir en fait. Et que du coup, j'ai écrit beaucoup de très beaux rôles à des acteurs jusqu'à présent. Et que là, en l'occurrence, quand tout d'un coup il y a un rôle comme ça qui est... Je pense qu'il a le droit de me revenir. Voilà. Merci. Et une autre toute petite question technique pour reprendre. Moi, j'imaginais qu'avec les techniques digitales modernes, on pouvait se passer du fond vert, mais il faut encore donc pouvoir faire des incrustations en post-prod, etc. Ouais, on arrive maintenant effectivement à ne pas forcément avoir le fond vert, recours au fond vert. Mais quand on a des plans assez serrés sur la tête avec les cheveux, le détourage en fait devient vraiment compliqué. Donc souvent on glisse quand même un fond vert rapidement, un petit carré ou un truc pour que les cheveux soient plus faciles à détourer. Après quand c'est des vêtements et tout ça, maintenant ça se fait de manière plus facile. Mais effectivement maintenant on peut faire sans fond vert parfois. Merci. Merci à vous. Je vois que vous êtes hyper calé au niveau technique quand même, Alex. C'est bien, c'est super, je trouve. Bonsoir et Bonsoir. bravo pour ce film. Merci. Je voulais savoir, pour le choix des acteurs, ça aussi, c'était ces acteurs que vous avez eu envie dès le début, c'était évident pour vous ou... Ouais, c'était Virginie, ça a été vraiment immédiat, très très rapidement en fait, parce que j'avais jamais tourné avec elle en tant que réalisateur, j'avais fait des films avec elle en tant qu'acteur, mais j'avais très envie de tourner avec elle, et je trouvais qu'elle avait pour le rôle ce côté de femme de poigne qui a du caractère, mais qui en même temps est blessée par la situation, mais qui n'est pas victime. Et ça, c'était très très important pour moi, qu'elle ne soit pas victime en fait. Et du coup, je trouve qu'elle a en plus beaucoup d'humour dans sa manière de parler, dans son rythme. Elle a, voilà, et je pensais qu'elle allait beaucoup amener ce côté léger au personnage. Donc voilà. Et le rôle de Laetitia, au départ, j'avais pensé à une comédienne parce que je voulais que le personnage soit anglais. Et j'avais proposé le film à une comédienne anglaise qui s'appelle Gemma Arterton, et qui finalement n'a pas pu venir à cause du Covid. Et du coup, j'ai proposé à Laetitia, avec qui j'avais déjà tourné en tant qu'acteur aussi. Et je trouvais qu'elle représentait magnifiquement bien ce côté femme fatale, magnifique, très belle, mais qui en même temps est très mystérieuse et assez fantomatique. Et je voulais pas tomber non plus dans le cliché de la maîtresse plus jeune que lui, qui soit une jeune fille de 20 ans, et qui avait, enfin, voilà. Et je trouvais ça bien que ces deux femmes soient complices, qu'on tombe pas non plus dans le cliché un peu boulevard de la maîtresse et de la femme qui se tirent la bourre et qui sont en guerre. Et je trouvais ça assez drôle qu'elles se lient toutes les deux contre lui pour sortir tous ses défauts. Et voilà, et je trouve que Laetitia est formidable pour le rôle. Mathieu Kassovitz, j'avais pas du tout pensé à lui. C'est mon agent, on a le même agent en fait qui m'a fait penser à lui. Et moi je pensais pas du tout à lui parce qu'on avait eu quelques frictions, si je puis dire, il y a quelques années. Et du coup, je croyais pas trop. Et en fait, il avait adoré Rock'n'Roll. Et il a lu le film le soir même. Et elle m'a rappelé le lendemain en me disant il a lu et il a envie de le faire. Donc là, j'étais assez scotché. Et elle m'a dit il attend ton appel. Donc là, je l'ai appelé et ça a fait littéralement ça. En fait, je dis allô. Ouais. C'est Guillaume. Ouais. Bah alors, t'as lu? Ouais. Bah alors, c'est cool, on va se marrer.
Ouais. Voilà. Et là, on a raccroché. Et on s'est retrouvés le premier jour sur le tournage. Et là, il m'a fait un petit coup de test devant toute l'équipe pour voir si j'allais fléchir. Et je n'ai pas fléchi. Et après, une fois que j'avais remporté le test, c'était super. Et ça s'est hyper bien passé. C'était très très cool. Voilà. Mais j'étais un peu flippé. Je dois vous l'avouer. Merci en tout cas, j'adore vos films. Merci à vous, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors Patrick Chenet, c'était assez génial parce que Patrick Chenet, j'ai une petite histoire avec lui. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais réalisé un court-métrage qui était en hommage à son fils, en fait, il y a quelques années. Et j'avais vraiment adoré et j'ai toujours adoré l'acteur. Et en fait, pour les gens qui connaissent un peu mon papa, il était parfait pour le rôle, mais vraiment parfait. Ce qui est incroyable, c'est que je lui ai jamais parlé de mon père, sauf 5 minutes avant de démarrer la première scène où je lui ai dit mais attends, je me rends compte que je t'ai jamais parlé de mon père. Et il me dit non mais c'est pas grave, moi je me suis fié au personnage et tout. Et tous les gens qui voient le film me disent c'est dingue, on a l'impression de voir ton père, quoi. C'est vraiment ça. En fait, mon père a une vraie particularité, c'est qu'il vous pose une question et il n'écoute pas du tout la réponse. Et donc vous êtes assez surpris de voir que quand vous commencez à répondre, il vous en pose une deuxième et que vous restez sur la surprise de savoir pourquoi il m'a posé cette première question, en fait, s'il veut même pas connaître la réponse. Et donc voilà, et Patrick Chenet l'a merveilleusement bien traduit, en fait. Et il est formidable dans le film. Il est vraiment formidable. Et, il était un peu flippé avec le Covid, parce qu'on était sur une île, vraiment entre nous, fermée, et je pense pas qu'on risquait quoi que ce soit. Mais il tenait quand même entre les prises à remettre sa doudoune avec la capuche, le masque et des lunettes. Donc c'était assez surréaliste, parce qu'entre les prises, il avait tout ça, et puis après, on jouait ensemble. Je dis, mais là, regarde, là, on joue ensemble, tu risques autant. Il me dit, ouais, mais c'est pas pareil. Je pense qu'en fait, son personnage ne risquait pas de choper le Covid. Mais lui, oui. Donc il se sentait moins fort. Voilà. Mais j'étais très très attaché. Et Nathalie Baye, c'était la seule personne, par contre, avec qui j'avais déjà travaillé sur Ne le dis à personne. Et c'était un bonheur de la retrouver et qu'elle fasse ma maman. Qui ressemble aussi beaucoup à ma maman. Et voilà, ma maman d'ailleurs a beaucoup ri quand elle a vu le film. Mon papa moins. Et voilà, ça fait 4 fois qu'il voit le film, mon père, et il comprend toujours pas. Enfin, il comprend le film, mais il comprend toujours pas pourquoi je parle de lui comme ça. Et Gilles Cohen, qui est génial, le médecin que j'adore. Oui. Il y a un monsieur qui va. Bonsoir. Bonsoir. J'ai aussi vu tous vos films, ils sont magnifiques. Merci. Là, c'est vraiment une question sur la musique. Est-ce que vous avez eu le choix comment s'est passé le thème donc, avec Alexandre Desplat sur ce film? Est-ce qu'il a vu après, pendant, c'était déjà prêt, il vous a balancé comme là, comme dans le film, voilà, je balance, il reste 2 semaines à les bouches, ou comment ça s'est passé en fait? C'est une très bonne question parce que c'était assez fou d'ailleurs, parce que moi quand j'ai fini d'écrire le film, je me suis dit pour ce film-là il faut un grand compositeur de musique de film, il faut un vrai thème, puisque ce type qui cherche ce thème, il faut que quand il sorte le thème, il faut qu'il tabasse. Et du coup j'ai pensé à Alexandre Desplat et je l'avais rencontré il y a très longtemps dans un festival à Londres et je lui avais dit combien j'aimerais beaucoup travailler un jour avec lui. Et donc voilà, je me suis permis de l'appeler et il a été très surpris parce que c'était à peu près au mois de juin, je crois,
Et je lui dis, voilà, j'ai écrit un scénario, je voudrais te demander si tu veux bien faire la musique. Et il me dit, et tu tournes quand? Et je lui raconte un peu l'idée. Alors déjà, il était séduit par l'idée parce que ce qu'il trouvait intéressant, c'était que d'habitude, dans des films, on voit un musicien qui compose un thème. En général, on le voit en train de composer le thème tout au long du film, et puis à la fin, on retrouve le thème, on entend le thème à la fin. Là, ce qui avait la particularité, c'est qu'on entendait le thème avant, et on le voyait après composer. Donc il y avait une déstructuration comme ça de la musique qu'il trouvait très intéressante. Mais le problème, c'est quand il a appris que finalement on tournait au mois de septembre et qu'il fallait le thème du coup avant le tournage et carrément même la semaine prochaine, parce que moi il fallait que j'apprenne le thème au piano alors que je ne sais pas du tout jouer du piano. Donc ça rendait la chose encore plus compliquée. Donc et quelques jours plus tard, il m'a envoyé ce thème. Et alors là, ce qui était dingue, c'est que quand j'ai entendu le thème, j'ai pas accroché tout de suite, en fait. En fait, je pense que j'avais tellement l'impression que ça arrivait trop vite. Je me suis dit, mais comment il a fait pour composer ce truc-là? C'est pas possible, en si peu de temps, de sortir un truc comme ça aussi génial. Et j'étais pas certain, en fait. Et donc, j'ai commencé à trouver des trucs qui n'allaient pas dedans. Et du coup, il m'a dit oui. Alors déjà, j'étais terrifié à l'idée de lui dire, parce que c'est très très dur pour moi de critiquer son travail. Et du coup, il m'a envoyé le lendemain autre chose. Alors que là, je n'aimais pas du tout. Et donc là, je me suis dit merde, je peux pas le rappeler pour lui dire que ça, j'aime pas non plus, c'est pas possible. Et du coup, j'ai réécouté le premier thème. Et là, j'avais l'impression que je l'avais jamais entendu en fait. Et je l'ai entendu et immédiatement je l'ai reconnu parce que je l'avais entendu une première fois et je l'ai adoré. Et franchement, encore aujourd'hui, je suis incapable de vous dire pourquoi j'ai pas aimé à la première écoute. Parce qu'à chaque fois que je l'entends, je le trouve magnifique. Et voilà, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être parce que j'étais dans une exigence particulière, peut-être parce que c'est mon connard qui écoutait le thème à ce moment-là et pas moi. Mais en tout cas, voilà, c'était fou. Et je suis ravi parce que je trouve que ce qu'il a composé est magnifique. Merci. Merci. Oui. Bonsoir déjà. Déjà, je voulais dire que c'était incroyable. C'est vrai. Ah, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Excusez-moi, non, c'est juste parce qu'on vient de me donner une information qui est très importante. Parce qu'en fait, il paraît qu'il y a les propriétaires, monsieur et Mme Fort, qui sont dans la salle, les propriétaires de la maison. Vous êtes là? Voilà. Ben, ils n'ont pas du tout envie d'être peut-être. Non, mais taisez-vous, non, on n'est pas là. Comment ça va? Est-ce que juste avant de vous poser votre question, je peux raconter juste une petite anecdote par rapport à la maison? Je fais très vite. Parce qu'en fait, quand j'ai écrit le scénario, je pensais beaucoup à l'île de Watt. Parce que j'allais voir beaucoup mon père des fois sur l'île de Watt, où il louait une maison. Et en fait, quand j'ai écrit cette histoire, pour moi, je le voyais dans une île. Le île, la dualité, le côté d'abord de l'île qui est face au vent avec le tumulte, les vagues, les rochers, et puis le côté plus calme, à l'abri du vent, avec les plages. Et il y avait cette métaphore que je trouvais hyper intéressante. Quand je suis arrivé à l'île de Watt pour faire les repérages, j'ai pas trouvé mon bonheur parce que je trouvais pas cette falaise comme ça, abrupte comme ça, et qui était il y a cette dangerosité aussi pour ce personnage. Et j'avais refusé d'aller voir Belle-Île parce que je me suis dit Belle-Île c'est trop grand et je veux vraiment une petite île et s'imaginer qu'il est tout seul. Puis après, n'ayant pas trouvé, je me suis dit bon, c'est complètement con, allons voir à Belle-Île, peut-être qu'on peut faire plus petit avec grand. Et du coup, on a été à Belle-Île. Et là, on a cherché des maisons, tout ça, je trouvais pas. Et finalement, on a loué un bateau, on est parti. Et en bas de la falaise de la pointe d'Arzic, comme ça, je regarde en l'air et je vois ce sémaphore
en haut de la falaise. Et là, je dis, c'est incroyable, regardez. Et je leur dis à tous, c'est là, il faut qu'on tourne là, allons-y, tout ça. Donc on repart, il commence à faire nuit, on prend une voiture, on cherche avec le GPS, on trouve la maison, on arrive, les volets fermés. Et là, je suis totalement en arrêt sur cette maison. Les volets sont fermés, je sais pas comment c'est à l'intérieur, mais je me dis, c'est incroyable, le sémaphore, c'est une maison à la base qui est là pour guider les bateaux perdus. C'est en haut de la falaise, il y a l'endroit est magnifique avec la végétation, tout ça, la crique de l'autre côté. Enfin, je découvre tout au fur et à mesure. J'ai l'impression que elle a été construite pour mon film en fait. Et là, on est devant la maison et puis tout d'un coup, je vois une silhouette d'une personne passer derrière la maison comme ça dans l'ombre comme ça, alors que c'était complètement, il y avait personne. Et je vois une silhouette passer comme ça. Et là, j'ai un petit frisson parce que franchement, j'avais vraiment l'impression qu'il marchait sur un tapis roulant en fait. Et donc je dis à tout le monde, il y avait Mehdi, il y avait tout le monde, il y avait des gens, le cadreur, le chef-op et tout ça. Je leur dis, vous avez vu le mec là? Et il me regarde, non, il n'y a pas de mec. Je dis, non, commencez pas à me faire flipper. Je vous assure, il y a un mec qui est passé là derrière. Et il me dit, non, bon, on y va. Enfin, Mehdi y va. Et il y a un mec qui sort des buissons et qui était un peu flippant et qui était là et qui me dit ah non mais il riait comme ça beaucoup et il me dit ah non mais ça vous ne l'aurez jamais, moi je connais les propriétaires, vous ne l'aurez jamais, vous n'aurez jamais la maison, c'est pas possible et tout. Et là il me met en déprime totale. Je dis, c'est pas possible. Donc, on essaie de trouver. Donc, et bon, il finit par partir. Et donc, j'ai pas d'informations particulières. Et bon, on arrive finalement à trouver le nom des propriétaires. Et là, je me dis, mais il faut qu'ils acceptent, c'est pas possible. Et non seulement ils ont accepté, mais ils nous ont accueillis, mais comme des rois. Le premier jour, on est arrivé, ils nous ont fait à manger dans le jardin, on a fait un barbecue, c'était une ambiance géniale, voilà, c'était formidable. Je vous remercie du fond du cœur parce que le film n'aurait jamais été ce qu'il est sans vous. Donc, merci beaucoup. Je viendrai vous embrasser à la fin du débat. Et merci vraiment beaucoup. J'espère que le film vous a plu et que vous n'allez pas trop flipper de retourner dans votre maison. Voilà. Alors oui, pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, c'est pas grave. 2 heures après. Déjà, je voulais dire que c'était génial. Je m'attendais pas du tout à ça. Un truc que... j'étais allée voir Rock'n'Roll à l'époque. Je m'étais tapé des grosses barres, mais là, c'était pesant. Sincèrement, mais je me disais, est-ce que c'est pas justement pesant de faire un film avec ces thèmes-là? Parce que j'ai eu l'impression aussi que ça parlait de la santé mentale. Et je me disais, est-ce que déjà quand on fait un film, au bout d'un moment, on ne peut plus voir en peinture après le tournage, le montage, tout ça, on se dit, j'ai plus envie de le voir et tout. Mais un thème aussi fort, je me posais la question, est-ce que c'est pas pesant de faire quelque chose comme ça? Alors non, c'est pas pesant, c'est assez libérateur en même temps. Après, pour être très franc, quand on écrit quelque chose comme ça, là en l'occurrence, au départ, il y a des choses très personnelles et très vite, la fiction arrive et on invente des personnages et on rajoute des choses et en fait, la fiction vient se mélanger au personnel. Et très vite, en fait, on oublie que c'est soi. On oublie qu'on parle de soi, en fait. Et là où on le réalise, c'est quand on va en tournée présenter le film dans les salles, ou quand on fait la promo et que les gens vous posent des questions, en fait. Mais sur le coup, après on l'oublie, on tourne le film, on est dans le truc, on est avec les personnages et puis on raconte une histoire, en fait. Et c'est plutôt après qu'il faut se justifier
de dire mais est-ce que tu es vraiment timbré, est-ce que comment ça va, voilà. Donc et qu'on réalise que il y a un petit problème quand même en fait. Mais je le vis bien en fait. J'ai fini par l'accepter en fait, que j'avais un petit grain. Mais voilà, je pense que voilà, c'est ce qui fait que j'ai fait aussi les films que j'ai fait, et dans tous mes films il y a des choses personnelles. Dans tous mes films, je raconte des choses personnelles mélangées avec la fiction. Mais voilà. Après, je me dis que si les gens m'aiment bien, ils aimeront mes films. S'ils aiment pas, ça va durer 3 semaines dans leur vie. Après, les films, ils partent. Voilà. Ils sont pas obligés de les voir non plus. Donc. Voilà. Super, merci. Merci à vous. Mais je vous ai pas foutu le cafard, quoi. Non, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Alors bravo, c'était magnifique. Merci. Il y a énormément de plans, notamment là, sur la mer, notamment en agitation. Je voulais savoir quelle est la symbolique. Bon, j'imagine que c'est la mort, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Et je voulais savoir quelle était la symbolique. Alors, il y a effectivement les plans sur la mer, il y a les plans sur la nature. Il y a tout ça, parce que pour moi, la mer, d'abord, c'est ce qui le sépare du reste du monde, en fait. C'est les autres personnes sur le continent. Et c'est cette séparation-là aussi. Et c'est aussi... ça fluctue aussi, en fait. La mer se calme, et puis s'agite à nouveau. Et elle est aussi représentative, en fait, de son mental et de sa situation mentale. Il y avait aussi une chose importante pour moi, comme je disais tout à l'heure aussi par rapport à l'île, aux deux côtés, qui montrent bien la dualité du personnage. Mais il y a aussi le rapport à la nature. Aujourd'hui, pour moi, il est extrêmement important. Parce qu'en fait, c'est maintenant que vous allez comprendre que je suis vraiment barjot. Mais je vais rentrer dans des considérations un petit peu plus profondes. Certaines personnes vont comprendre de quoi je parle. Mais voilà, c'est prouvé scientifiquement, la Terre vibre. D'accord ? Elle vibrait à 6000 Hz jusqu'à 2011. À partir de 2011, elle s'est mise à vibrer 3 fois plus. Nous, on est en réaction à cette vibration. C'est-à-dire que nous, on est... d'ailleurs, on dit des fois, on n'est pas sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre, que certaines personnes. On ne sent pas ces vibrations, on a l'impression qu'une personne est toxique, on ne sait pas pourquoi. C'est une question d'énergie, de vibration, voilà, tout simplement. Les enfants qui naissent, qui sont nés après 2011, ont une mise à jour, si je puis dire, automatique. Et les gens qui sont en rapport avec la nature, avec le vivant, se rapprochent et se reconnectent et se mettent dans la bonne vibration de la Terre. Les gens qui ne sont pas en bonne vibration avec la Terre sur laquelle on vit sont souvent des gens qui vivent une dépression, qui vivent des maladies, toutes sortes de choses. Et tout ça, c'est prouvé scientifiquement et je trouve ça extrêmement intéressant. On le sait d'ailleurs, les bienfaits que l'on a quand on va tout d'un coup à la mer ou à la montagne ou dans des endroits qui sont très énergisants. Merci. Et du coup, on voit les bienfaits que ça a sur nous. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que depuis que le 14 juillet, la Terre vibre à plus de 150 000 Hz. C'est-à-dire qu'elle est passée de 6 000 à 3 fois plus en 2011, et aujourd'hui elle est à 150 000, et ça va redescendre en décembre. C'est pour ça que, en ce moment, et beaucoup de gens vivent un rapport à ça, à ce sujet-là, beaucoup plus développé. On voit plein de gens se mettre à la méditation, à tout ça. Et je pense que aussi le fait qu'il y ait eu ce confinement et tout ça n'est pas un hasard quelque part. Je pense que ça participe aussi à ça. Bref, sans rentrer trop dans des considérations. Du coup, pour moi, c'était très important que tous ces éléments naturels autour de lui influent sur lui.
comme la pleine lune. C'est pour ça qu'on a fait ces plans aussi de pleine lune. Je sais pas vous, mais moi les soirs de pleine lune, je suis très 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 con. Quoi? C'est ce soir. C'est ce soir? Ben voilà. Mais... Voilà. Merci. J'ai une explication. Et je comprends mieux certaines choses. Ok. Et donc voilà. Vous allez voir, vous allez plus regarder la pleine lune de la même manière ce soir. Après, quand vous allez rentrer en balade, tiens, regarde, il y a la pleine lune, l'autre con, là, il est vraiment timbré ce mec. Ouais. Voilà. Donc pour ça, c'est pour ça qu'il y avait ces plans sur la mer, sur la pleine lune, sur voilà, tous ces éléments naturels. Voilà. J'avais juste une deuxième question. Pour les jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Oui. Réalisateur, acteur, technique, tout en général pour le cinéma. Fais du cinéma. Alors regarde, tu vois, aujourd'hui on a ça. Alors même si on n'a pas le même, c'est pas grave. Mais aujourd'hui ça filme en 4K. Tu as des logiciels sur les ordinateurs de montage qui sont formidables. Et avec ça, tu peux faire un long métrage. Et en fait, il y a une jeune fille qui est venue nous revoir à Lille il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Louise, que j'avais vue il y a quelques années, qui m'avait contacté sur Instagram et qui m'a demandé comment je dois faire pour faire du cinéma. Et je lui ai dit la même chose, j'ai dit, fais des films. Et donne-toi, dans un mois, là, donne-toi une date limite en disant, dans un mois, il faut que j'ai fait un court métrage. Tu l'écris, tu le tournes, comme ça, avec un portable. Et un mois plus tard, elle m'a recontacté en me disant, j'ai fait un film, est-ce que je peux vous le montrer? Elle l'avait écrit, elle l'avait tourné avec des potes, qu'elle avait fait jouer dedans. Elle avait composé la musique, elle avait monté. Et franchement, c'était super. Je dis pas ça pour lui faire plaisir, mais franchement, c'était super. Et derrière, donc elle a fait un autre court-métrage, et puis elle a été prise en tant que stagiaire mise en scène sur un film. Et maintenant, elle est 3e assistante, et elle est en passe de passer 2e, et elle va finir réalisatrice, en fait. Et voilà, les choses appartiennent aux gens qui les font. Et ne laisse jamais personne te dire que t'es pas capable ou que c'est pas bien. Et que toi qui sais. Je voulais savoir pourquoi, un peu gênant, pourquoi il y avait autant de scènes de sexe. Autant? En fait, ça va. Mais alors, je trouve que le deuxième sujet, c'est surtout sur le sexe, et je me demandais pourquoi. Alors, tu comprendras plus tard. Par exemple, sur un plan où il est en train de composer, ouais. Il imagine sa femme en train de le tromper, ouais. Et je me demandais pourquoi. Ok, alors on va rentrer un peu plus dans le... Ok. Alors, d'abord, il faut que tu saches que moi... Pardon, je te tutoie, mais voilà. Tu veux que je te vous vois? Il faut que tu saches que moi, j'ai jamais tourné de scène de nu dans mes films. C'est la première fois. Je déteste ça. Je déteste ça parce que je trouve ça assez facile. Ça m'a toujours mis mal à l'aise. J'aime pas ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dedans et que je trouve un peu gratuit. Des fois, je sais aussi que beaucoup de metteurs en scène, des fois, se font un peu plaisir en tournant ces scènes-là, et ce qui n'est pas mon cas. Donc c'était la première fois. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est que la scène avec Laetitia, on l'avait tournée 3 jours avant, sans scène d'amour, où on est tous les deux sous les draps et on s'embrasse, et puis tout d'un coup, voilà, je me mets sur le dos et là il y a ma femme qui est là et la scène commence. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ce film-là et dans ce que ça raconte, il fallait qu'il y ait de la chair. Il fallait qu'on voit l'acte, qu'on comprenne le désir, qu'on comprenne que cet homme a des vraies tentations et un vrai désir pour cette femme. Et il fallait voir la nudité. Voilà.
Donc j'en ai parlé avec Laetitia qui était complètement d'accord avec moi et on a fait cette scène où on n'était pas très à l'aise, enfin, on a beaucoup ri, mais c'est jamais facile hein, ce genre de scène. Il y a cette scène-là et il y a l'autre scène. Alors l'autre scène, par contre, là, on a vraiment beaucoup rigolé. Parce que c'est vrai que c'est complètement surréaliste, cette scène où je joue et ils sont derrière moi en train de dire c'est faux, t'entends pas que c'est faux. La première scène, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je l'ai tournée. Parce que, voilà, c'est sa maîtresse, c'est justement le sexe, où il pense qu'il n'y a que ça, il n'y a que le cul. Et on va se rendre compte à la fin, finalement, qu'il avait des sentiments pour elle, et que c'était pas que ça, et que voilà. Donc, il y a cette scène. La deuxième scène, j'avais envie que ça aille très très loin. Et notamment cette manière-là de le faire, où elle est vraiment sur son épaule, et elle est là, au-dessus de lui, comme ça. Parce que ça l'obsède, en fait. C'est ce truc, cette idée-là qui l'obsède, de jalousie, d'être persuadé que son pote se tape sa femme, et que il y a quelque chose d'insupportable pour lui dans cette cacophonie du piano. Je trouve que c'est plus qu'une scène de sexe pour moi. Elle raconte vraiment quelque chose sur la folie du type et sur sa névrose, voilà, qui là pour le coup, je vous rassure, n'est pas la mienne. Je ne suis pas, voilà, il y a des choses personnelles dans le film, mais cette partie-là ne l'est pas. Tout va bien, mais non, c'est vrai. Mais non, le seul truc qui est vrai, c'est l'histoire de la jalousie au niveau du travail, quand il lui dit, parce que c'est une discussion à table que j'ai eue un jour avec Marion et avec des amis, où elle était en train de parler des metteurs en scène avec qui elle avait travaillé, qui étaient formidables, qui étaient des génies de la mise en scène, et qui étaient, enfin voilà. Et donc à un moment, j'ai balancé en vanne, et puis voilà, merci pour moi. Et là, elle m'a dit, mais non, mais toi, vraiment, c'est pas la même chose. Enfin, toi, t'es un très bon metteur en scène, mais t'es pas un génie comme eux. Enfin, un petit moment de solitude. Et du coup, ça m'a inspiré cette scène quand ils sont au lit et qu'il lui dit, et qu'elle lui dit, mais non, mais toi, t'es un très grand compositeur, mais t'es pas un musicien comme lui, quoi. Voilà. Donc c'est le seul point commun avec, voilà. Mais sinon, oui, voilà. J'étais assez, j'avais envie d'exprimer ce que certains hommes jaloux peuvent redouter, mais en même temps fantasmer. Et la manière totalement folle dont leur connard met en scène tout le truc de jalousie. T'as fait ça, je suis sûr, tac, il a pris comme ça, ça s'est passé comme ça. Voilà. Vous êtes en train de vous dire, il en parle trop bien pour pas que ça me rire. Mais je vous assure que non. C'est très inspiré d'un pote. Mais je vous dirai pas qui. Vous avez trouvé ça choquant, les scènes de sexe? Non. Non, c'est vrai que vous n'êtes pas habitué dans les films. Non. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y avait pas trop d'enfants dans la salle. Non. Il me semble que avoir vu passer au générique la voix de Jason qui est en anglais, l'anglais qui est très impatient d'avoir sa BO de film qui l'attend, il m'a semblé voir le nom de Clive Owen. Alors je me demandais comment on faisait pour avoir Clive Owen dans un film à petit budget. Mais peut-être je me suis trompé. Pas du tout, c'est bien Clive Owen. La gentillesse incarnée, J'ai eu la chance de tourner un film avec lui qui s'appelle Blood Ties, qui est mon plus gros succès. Et qui... je crois que j'ai fait moins d'entrées que la séance de 14 heures des petits mouchoirs. Avec Blood Ties. Et j'aime beaucoup ce film, j'adore ce film et j'en suis très très fier. Mais il n'a pas du tout marché. Et donc j'avais eu la chance de faire ce film avec Clive Owen et on a sympathisé, on s'est très très bien entendu parce qu'il a vu ce que j'avais vécu sur ce film cauchemardesque avec les producteurs américains
avec lesquels j'étais tombé. Et on est restés très, très amis en fait. Et je l'ai appelé pour lui demander si ça l'emmerdait pas de faire ça. Et voilà, et il a accepté, il m'a envoyé sur le portable les trucs qu'il a enregistrés tout de suite dans l'heure, il me les a renvoyés. Et il l'a fait tellement bien en plus, elle est parfaite là-haut. Ouais. Très grand acteur. Le Fils de l'homme, si vous avez jamais vu ce film extraordinaire d'Alfonso Cuarón, dans lequel Clive Owen est extraordinaire. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis très émue, je voulais vous dire en fait que j'adore tout ce que vous faites depuis longtemps. Merci. Et une chose qui me tarabuste, c'est les musiques que vous choisissez pour vos films. Bon, notamment dans Lui, il y a un slow que vous avez choisi qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs d'une certaine époque. Est-ce que voilà, vous faites appel un peu à vos souvenirs personnels dans les petits mouchoirs? Parce que j'ai carrément une playlist cannée avec tous les titres des petits mouchoirs et de la suite aussi. Je trouve que vous avez des choix particuliers et peut-être personnels. Ouais, complètement. C'est la musique que j'aime. Non, mais c'est tous mes morceaux que j'écoute en boucle et j'adore écrire en musique parce qu'en fait ça me donne le rythme, l'émotion et ça a beaucoup d'importance justement, et c'est pas un hasard si j'ai fait que ce personnage était compositeur de musique de film, parce que c'est un film sur l'inspiration et moi la musique m'inspire beaucoup. Elle me donne, comme je disais, le rythme, l'émotion et tout ça, et du coup j'avais très très envie d'en faire un compositeur. Et ces musiques-là, bah oui, Dead Sissy, là, I'm Not in Love, c'est un morceau que j'ai entendu il y a très longtemps, que j'entends depuis très très longtemps, et c'est des musiques, c'est une période musicale que j'aime beaucoup, tous les morceaux des années 70, 80, même 90, il y a des morceaux que j'aime vraiment beaucoup. Je suis très nostalgique de cette musique-là. J'ai un peu de mal à comprendre, sauf certains artistes quand même, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre c'est ma période vieux con, là, je vais commencer à parler comme un vieux con, mais j'ai un peu de mal avec la musique d'aujourd'hui. Quand je vois mon fils qui a 10 ans et qui me demande de mettre certains morceaux, j'ai un peu de mal. Un jour, j'avais Thomas Bangalter, tout ça, de Daft Punk qui était à la maison, et Marcel voulait absolument mettre un morceau d'un chanteur dont je tairai le nom, et j'étais un peu gêné en fait. Et j'ai essayé de lui expliquer un peu Daft Punk, tout ça, mais voilà. Ouais, je suis un peu nostalgique d'une certaine musique. En tout cas, merci, parce que moi j'écoute plus Janis Joplin et David Bowie. Ça, c'est extraordinaire. Ben, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Je vous préviens, comme c'est à pleine lune, personne n'est fatigué. Le débat va durer. Mais si c'est ça, je me barre. Je déconne, hein, ça va pas durer toute la nuit. Non, mais moi, c'est marrant, la pleine lune, ça me rend insomniaque. Comment? Moi, la pleine lune, ça me rend insomniaque. Ah oui, comme tout le monde. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai fait cette remarque, tout le monde se barre. Donc déjà, bravo pour votre film et merci beaucoup de nous proposer justement un film sur la part d'ombre qu'on peut avoir. Enfin, je crois beaucoup au cinéma cathartique. Donc voilà. Ben, merci à vous. Et ma question, alors je ne suis pas toujours très douée avec les noms, mais au générique je me suis rendu compte que c'était pas forcément moi le problème, mais que les personnages n'ont pas de prénom. Et je m'interrogeais là-dessus, sur ce choix finalement de ne pas nommer des personnages comme ça dans un film. Alors c'était parce qu'au départ, quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment comme une pièce de théâtre pour moi, et j'avais pas envie d'identifier les personnages, vraiment leur donner un nom en fait. J'avais vraiment envie d'avoir quelque chose qui soit pas précis en fait, que ce soit lui, et lui non plus n'a pas de prénom, n'a pas de nom, et ce soit lui et puis sa femme, sa maîtresse, son père, voilà. Et je trouvais ça assez curieux mais assez intéressant. Voilà. J'ai pas trop de réponses, pardon, à vous donner, mais... On va peut-être prendre une dernière question, parce que peut-être que les gens ont envie de partir.
Excusez-moi. Oui. Vous êtes où? J'avais la même question que la personne, mais moi c'était vraiment par rapport au fait que c'était très intime et que du coup effectivement il n'y avait pas de prénom. Et la deuxième chose, puisque vous y avez répondu, je voulais vous parler de l'affiche parce que je trouve que l'esthétique est vraiment formidable. Ah, c'est gentil, et merci. Que ça représente bien ce que moi j'ai ressenti dans le film. Donc je vous remercie pour l'affiche. Bah, merci à vous. Intime et intimiste. Bah, merci. Et je le dirai aux personnes qui ont fait l'affiche, parce que c'est vrai qu'ils ont fait un travail formidable et que ça a été une des premières propositions qui nous ont apporté. Et c'est vrai qu'elle est très très belle. J'en profite juste parce que je suis la voisine de la Oui. dame et j'ai le micro dans la main. Oui. J'ai vu un reportage hier sur des Lewis qui trouvent refuge dans l'ouest de l'Irlande. Donc je me suis cru pendant tout le film en Irlande parce que c'est là qu'il va se ressourcer entre chaque film et qu'il a failli être menuisier dans son enfance. Il s'est passionné pour la menuiserie et il dit qu'à la place de faire acteur, il aurait bien fait menuisier. Et en plus, il y a une autre coïncidence, c'est que le rapport au père en fait est très névrotique, je ne sais pas comment on peut dire. Mais ça fait l'objet de son dernier film. Je crois que cet acteur, que j'ai appris qu'il avait eu 3 Oscars, c'est le seul acteur à avoir eu au monde 3 Oscars. Donc merci de m'avoir transporté en Irlande, de l'Ouest, avec ce grand acteur et en votre compagnie. C'était assez génial, les comparaisons. Ben, merci beaucoup, merci à vous. Bon, écoutez, en tout cas, je voudrais, pour finir ce débat, vous dire d'abord encore un immense merci d'être venus si nombreuses et nombreux, et que, encore une fois, je suis toujours très reconnaissant, comme je vous le disais, de voir votre curiosité, votre fidélité, et que ça me touche vraiment beaucoup. Voilà, si le film vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler parce que voilà, aujourd'hui, quand un film ne marche pas la première semaine, derrière, c'est difficile pour qu'il reste en salle. Donc n'hésitez pas à dire à vos amis s'ils veulent aller voir d'y aller la première semaine. Et surtout, ce que je dis tout le temps, parce que c'est très important, s'il y a des gens qui n'ont pas aimé le film ce soir, je pense qu'ils se sont déjà barrés, mais au cas où, s'il y en a encore parmi vous, est-ce que je respecterai totalement? Surtout, par contre, je vous demanderai de ne pas en parler. Et voilà, vous n'avez pas vu le film, vous n'avez pas d'opinion forcément dessus. C'est dommage de gâcher tant de travail, juste une discussion. Non, je plaisante, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, si ça vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à en parler. Et encore un immense merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.